Nous vous proposons d'écouter dans un instant Raphaël Perrin, docteur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, jeudi 17 avril 2025, autour de la parution de son premier livre, issu de sa thèse « Le choix d'avorter » aux éditions Agone. Bonsoir à tous. Juste un petit remerciement d'abord à Raphaël Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation à la librairie à propos de ce dernier livre, Le choix d'avorter aux éditions Agone. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas l'éditeur, je le regrette, mais généralement, il y a toujours Iris qui vient participer à cette rencontre. Et je voulais vous présenter et remercier Leslie Fonkern, qui est sociologue à la faculté de médecine et qui s'est retrouvée, en fait, c'est ça, avec Raphaël, dans un même labo de recherche à propos de sexualité et genre, contraception et genre. Ouais, pardon. Voilà. Donc, je vous laisse tous les deux travailler et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à l'issue de la rencontre. Merci Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir Raphaël. Alors je vais commencer par présenter brièvement Raphaël et son ouvrage. Je lui poserai quelques questions pendant 30-40 minutes, comme ça vous laissera vous le temps de réfléchir à des questions si vous en avez. On aura un temps après pour échanger avec vous. Alors Raphaël, tu es fraîchement docteur en sociologie depuis fin 2024. Donc déjà, félicitations pour ça et pour la publication qui a suivi. Et donc, tu as réalisé une thèse donc, de sociologie au Centre européen de sociologie et de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et donc, c'est ce travail qui fait l'objet de la publication dont il va être sujet aujourd'hui. Donc, le choix d'avorter, contrôle médical et corps des femmes. Donc c'est un ouvrage qui est issu d'un travail de recherche de plusieurs années et qui vise à répondre à plusieurs questions, notamment 3 questions principales, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris. Donc les questions qui sont les médecins qui font les avortements et pourquoi le font-ils, le font-elles, donc aujourd'hui. Quelles sont celles et ceux qui au contraire refusent de les pratiquer et quelles sont les conséquences pour les femmes. Et puis, et surtout, la dernière question, il me semble que c'est surtout celle-là à laquelle l'ouvrage répond vraiment avec finesse, qui est comment sont choisis les protocoles médicaux et les méthodes d'IVG, donc d'interruption volontaire de grossesse. Et alors, spoiler, c'est régulièrement de façon arbitraire et selon des critères non médicaux discriminants. Mais avant peut-être d'en venir à ces constats, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de cette recherche et comment tu en es venu à choisir ce sujet de travail? Oui, merci. Déjà, merci à Ombre Blanche de me recevoir ce soir pour présenter mon travail et à Leslie de le discuter. Ce qui m'a donné l'idée de travailler sur ce sujet, c'était une émission radio de France Culture sur l'avortement où une médecin, chef de service de la maternité des Lilas, gynécologue, Marie-Laure Brival, féministe, engagée pour l'accès à l'avortement, racontait qu'à un moment où elle avait besoin de renouveler son équipe, où il y avait des départs à la retraite, elle avait du mal à trouver des gynécologues qui acceptaient de faire les IVG. Ce qui m'a semblé intéressant. En tout cas, pour moi, il y avait une question, puisque je savais que dans la population générale, en France, le soutien de principe au droit à l'avortement n'a fait que croître et qu'il est extrêmement majoritaire aujourd'hui en France. Donc, je me disais, il y a peut-être une spécificité médicale du rapport à l'avortement qui a des effets sur l'accès aux soins et qui serait intéressant d'aller travailler, questionner, d'autant qu'à ce moment-là, donc c'était il y a 5 ans à peu près, c'était une période où se multipliaient
des démonstrations dans les médias de blocages, d'obstacles que créeraient les médecins dans l'accès à l'avortement. Alors il y avait Bertrand de Rochambeau, qui était président du syndicat des gynécologues obstétriciens de France, qui avait déclaré à Quotidien qu'il n'était pas devenu médecin pour retirer des vies. C'était un moment où des rapports publics paraissaient sur les difficultés d'accès à l'avortement, les inégalités territoriales, où on parlait beaucoup de l'Italie aussi, avec ce chiffre de 75% des gynécologues italiens qui refusent de faire des IVG et une résurgence du recours à l'avortement clandestin en Italie de nos jours. Voilà, donc il y avait un ensemble de signaux qui me laissaient penser que c'était intéressant d'aller explorer la question du rapport des médecins à l'avortement et des effets sur l'accès aux soins, sur les inégalités sanitaires et politiques qui en résulteraient. Voilà, donc ça c'est le point de départ, et peut-être juste pour avancer un tout petit peu, très vite en fait, en commençant à travailler là-dessus, il y a une autre question qui s'est posée, un autre paradoxe, c'est celui du décalage entre l'amélioration en tout cas entre une succession de réformes depuis la loi Veil, 50 ans de réformes qui ont simplifié le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement tel qu'on l'a aujourd'hui, il ne s'est pas joué en 1975. La loi Veil, c'était une loi qui autorise l'avortement, mais qui portait un certain nombre de contraintes en elle-même, qui contraignaient l'accès également. Il y a une succession de lois qui ont simplifié l'accès, qui l'ont rendu gratuit, qui l'ont autorisé pour les étrangères, qui ont supprimé l'obligation d'une autorisation parentale pour les mineurs, qui ont allongé le délai maximum de recours, qui ont supprimé la semaine dite de réflexion, qui était dans la loi initialement, ou l'entretien psychosocial obligatoire, qui était prévu également par la loi Veil dans un but dissuasif. Bref, 50 ans de réformes qui simplifient en théorie l'accès, mais dans les faits, le maintien prouvé de difficultés pour avorter, de parcours longs et complexes, d'inégalités. Voilà, on parle souvent de parcours de la combattante pour désigner l'accès à l'avortement. Et donc l'idée qui traverse le livre, le point de départ du livre, c'est que pour comprendre ces difficultés qui subsistent, ces inégalités, il ne suffit pas de regarder le droit et sa lettre, il faut aller regarder son application. Et donc aller voir comment les professionnels de santé, en particulier les médecins, appliquent la loi, l'appliquent à leur manière, et en l'appliquant, créent des inégalités ou maintiennent des barrières, des obstacles, des parcours complexes pour accéder aux soins. Voilà, c'est ça l'idée, le point de départ de cette recherche. Et alors, justement, alors peut-être pour les personnes qui ne seraient pas encore familières de tes travaux, même si on ne doute pas qu'après cette rencontre, tout le monde voudra se procurer le livre, mais en attendant, est-ce que tu peux peut-être nous partager les principaux résultats de ce travail dont tu fais part dans l'ouvrage ? Oui, donc à partir de ce point de départ-là, moi je suis allé dans des centres d'IVG, qui sont les lieux où se font la majorité des avortements aujourd'hui en France. C'est des centres d'IVG dédiés à la pratique de l'avortement qui se trouvent dans les hôpitaux, qui sont généralement rattachés administrativement à un service de gynécologie. Donc je suis allé voir comment ça se passait concrètement. J'ai passé 6 mois dans 3 centres différents dans un but de comparaison des pratiques de travail qui avaient cours. J'ai également réalisé des entretiens avec 130 professionnels de santé un peu partout en France, et il y a aussi un volet statistique de l'enquête, mais que je n'ai pas mobilisé dans le livre. À partir de là, qu'est-ce que j'ai découvert ? Un des principaux résultats qui est assez frappant, c'est la diversité des accès à l'avortement et des modalités de pratique de l'IVG. Ce qui est assez paradoxal, parce que la loi prévoit le même avortement pour toutes les femmes, à ceci près que les femmes ont le choix de la méthode d'IVG. Elles peuvent avorter par méthode médicamenteuse ou par IVG par aspiration. Ce choix-là et leur propre choix de la temporalité de leur demande d'IVG mis à part, en théorie, l'avortement devrait être le même pour toutes les femmes. Voilà, c'est un acte qui est simple, c'est un acte qui est sûr d'un point de vue sanitaire, c'est un acte qui n'a pas de dimension diagnostique ou pronostique. Et pour autant, il y a une grande diversité des parcours d'avortement selon 2 choses, selon les femmes qui le demandent et selon les médecins à qui elles le demandent. C'est-à-dire que selon le rapport des médecins à l'avortement,
mais selon aussi d'autres critères qui déterminent ce rapport, selon leur âge et leur génération, selon leur sexe, selon qu'elles ont déjà avorté ou que leur partenaire a avorté, je parle des médecins, hein, selon l'opinion politique, selon le rapport au féminisme, l'engagement féministe, les médecins ne vont pas avoir les mêmes pratiques de prise en charge. Si bien que, selon les médecins et selon les centres où elles en font la demande, les femmes pourront avorter vite dès le premier jour où elles en font la demande, où elles devront attendre 1, 2, 3 jours, une semaine minimum avant de pouvoir avorter. Les femmes pourront avorter à des termes précoces de grossesse, c'est-à-dire dès qu'elles en font la demande au premier signe d'absence de règles. Mais d'autres centres, la majorité des centres en France, vont imposer aux femmes d'attendre 10 jours en moyenne que l'embryon soit visible à l'échographie. Peut-être pour l'expliquer, en fait, quand l'embryon n'est pas visible à l'échographie, il y a deux possibilités. Ou bien c'est un embryon qui est trop petit pour qu'on le voie, ou bien c'est un embryon qui en fait est mal implanté, c'est une grossesse extra-utérine. L'embryon n'est pas descendu de la trompe jusqu'à l'utérus. En fait, dans cette situation d'un embryon qui est invisible, les médecins demandent aux femmes, la plupart des médecins demandent aux femmes de revenir 10 jours plus tard, laisser le temps à l'embryon de grossir pour s'assurer qu'il est bien dans l'utérus avant de faire l'avortement. Il y a quelques médecins qui font autrement, qui acceptent de faire l'IVG très rapidement si la femme le souhaite, mais qui précisent que c'est très important de faire un bilan sanguin 7 jours après pour vérifier que les hormones de grossesse ont diminué et que l'avortement a marché, que ce n'était pas une grossesse extra-utérine. Mais la plupart des médecins estiment que cette pratique-là est trop risquée, qu'il y a une chance que les femmes se baladent dans la nature avec une grossesse extra-utérine en pensant avoir avorté et en ne faisant pas leur bilan sanguin. Donc selon la confiance que les médecins ont dans la responsabilité des femmes et le fait qu'elles vont faire ce bilan, ils acceptent de faire l'IVG tout de suite ou ils imposent d'attendre une dizaine de jours avant de pouvoir le faire, avec des conséquences parfois dramatiques. Moi, j'en ai vu beaucoup, mais j'ai vu par exemple une femme victime de viol qui vient au premier signe d'absence de règles, qui dit qu'elle ne peut pas attendre un jour de plus, et la médecin qui lui dit « je suis désolé, on n'a pas le choix, c'est la loi, il faut attendre de pouvoir voir l'embryon, revenez dans une semaine, puis une semaine, ce ne sera toujours pas visible, elle devra revenir encore 3 jours après. » Donc là, la médecin lui ment en plus en lui disant que c'est la loi, puisque la loi ne l'impose pas du tout, mais c'est plus simple pour elle. Elle me le dit, je lui demanderai pourquoi est-ce qu'elle dit ça, et elle me dit c'est plus simple de faire comme ça. Donc voilà, selon les médecins, on peut avorter plus ou moins vite et plus ou moins tôt. Selon les médecins, les femmes pourront aussi avorter... Dans la plupart des centres d'IVG en France aujourd'hui, on impose encore de voir une conseillère conjugale et familiale. Ce qui se faisait, donc, ce qui a été créé par la loi Veil de 75, initialement dans un but de dissuasion des femmes, qui marchait. Il y avait 5 à 10% des femmes dans les années 70 qui changeaient d'avis après avoir vu la conseillère, mais qui, on en reparlera peut-être, se fait principalement dans un but d'accompagnement des femmes aujourd'hui. Tout de même, donc la loi de 2001 rend cet entretien psychosocial optionnel. Il doit être proposé aux femmes et c'est seulement celles qui le souhaitent qui rencontrent la conseillère conjugale et familiale ou la psychologue. Mais dans la plupart des centres, c'est présenté comme obligatoire, comme faisant partie du parcours de soins. Et dans d'autres centres, c'est présenté comme obligatoire à certaines femmes quand les médecins estiment que celle-ci en a vraiment besoin et pas telle autre. Voilà, donc on avorte plus ou moins vite, plus ou moins tôt, on avorte à différentes conditions, on avorte aussi plus ou moins tard. Ça, c'est un résultat intéressant auquel je ne m'attendais pas avant de faire cette recherche, mais le terme de grossesse jusqu'auquel on peut avorter diffère d'un médecin à un autre ou d'un centre à un autre. C'est-à-dire que la loi dit qu'on peut avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse aujourd'hui en France, mais elle ne dit pas ce que c'est qu'une grossesse de 14 semaines, ni comment est-ce qu'on est censé la mesurer. C'est aux médecins d'interpréter la loi dans des instruments, des techniques, des protocoles concrets. Et en fait, ils et elles ne le font pas de la même manière. En théorie, 14 semaines de grossesse, rien n'empêcherait de simplement se fier à la déclaration des femmes de la date de leur dernière règle ou de la date estimée du rapport sexuel dont elles pensent qu'il a causé la grossesse.
Dans les faits, aujourd'hui, ça se fait principalement par échographie. Dans 99% des cas, même plus, les médecins recourent à l'échographie avant de faire une IVG. Sauf que qu'est-ce que c'est qu'une échographie ? L'échographie, elle ne donne pas une date de grossesse, elle ne donne pas un âge gestationnel, elle donne une photo de l'embryon. Et à partir de la photo de l'embryon, on mesure la taille de l'embryon, et selon la taille, on estime que c'est avant ou après 14 semaines de grossesse. Mais c'est une estimation statistique. La taille des embryons, c'est comme la taille des humains nés, elle varie avec l'âge ou l'âge gestationnel. Donc pour un même âge gestationnel donné, un embryon pourrait être plus ou moins petit ou plus ou moins grand. Une femme qui est très grande et dont le partenaire est très grand, elle pourra avorter à un terme moins élevé, moins important qu'une femme plus petite, puisqu'en fait, ce qui fixe la limite, ce n'est pas l'âge gestationnel, c'est une taille d'embryon. Voilà. Et selon la marge de manœuvre que prennent les médecins, en estimant que le plus important, c'est de ne pas refuser des femmes qui sont en fait dans les délais mais qui ont un embryon particulièrement grand, ou que le plus important, à l'inverse, c'est de ne pas autoriser l'avortement à des femmes qui sont en fait hors délai mais un embryon particulièrement petit. Selon où elles placent le curseur du risque, les professionnels vont fixer une taille maximale de fœtus différente, correspondant à 14 semaines de grossesse, d'un centre à un autre. Voilà, donc ça fait quand même une différence de 10 jours entre deux centres où j'ai enquêté. Donc selon que une femme qui demande l'avortement habite, je dis une ville au hasard, mais habite à Toulouse et fait sa demande au centre d'IVG de Toulouse où la taille maximale n'est pas la même que dans d'autres centres. Bon, selon qu'elle fait sa demande à Toulouse ou qu'elle fait sa demande à Marseille, elle pourra être acceptée ou non. Dans un cas, on va considérer qu'elle est à 15 semaines de grossesse et qu'elle a dépassé. Dans un autre cas, et en fait, elle était à 13 semaines et demie parce que les règles de calcul sont différentes. Bon, tout cela pour dire que voilà, les parcours d'IVG diffèrent beaucoup d'un centre à un autre, diffèrent beaucoup d'une femme à une autre. Je pense qu'on y reviendra, mais voilà, il y a une différenciation des pratiques qui relève aussi de la discrimination, selon la classe sociale, selon la couleur de peau, selon la langue que parlent les femmes qui demandent l'avortement. C'est pas exactement le même parcours d'IVG. Le deuxième résultat important, au-delà de cette variation des parcours, c'est ce qui permet de comprendre comment cette variation est possible. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, la loi ne prévoit pas cette variation-là. La loi place les médecins dans une position qui se rapproche de celle de prestataires de services. Comment les médecins font pour contrôler les modalités concrètes de l'avortement alors que ce n'est pas prévu par la loi ? Et en fait, c'est la question plus théorique que pose ce livre à partir du cas de l'avortement. C'est la question du pouvoir médical et de la domination médicale. Voilà, dans le livre, je détaille les techniques, les moyens qui permettent aux médecins de contrôler les modalités de l'avortement, et ça se joue en 2 temps. Enfin, je ne sais pas à quel point tu veux que je détaille dès maintenant, ou est-ce que c'est dans les questions que... Si jamais je couperai les questions, va jusqu'où tu veux aller. Ok, je détaille ce deuxième gros résultat. Ce que je montre dans mon livre, c'est que cette capacité de contrôler les modalités de l'IVG pour les médecins, elle se joue en 2 temps. Elle se joue en amont de la consultation, de la rencontre, dans ce dont j'ai déjà un peu parlé, la définition du cadre du soin, du parcours de soins, définir combien il y a de consultations, quelle durée les consultations, quel est le contenu des consultations, est-ce qu'on accepte les demandes à des termes très précoces, comment est-ce qu'on mesure le terme maximal de l'IVG. Mais elle se joue aussi dans l'interaction. C'est-à-dire que nous, en tant que patients et patientes, c'est très rare qu'on vienne contester le cadre qui est posé par les médecins. On ne va pas dire « ah bah non, c'est très rare qu'il y ait des femmes qui disent « ça va trop lentement » ou « moi je ne veux pas voir la conseillère conjugale, je veux avorter plus vite ». Mais voilà, on conteste très peu la structure du cadre médical parce que ça apparaît objectif. Mais tout de même, il y a quelques femmes qui le disent, je ne veux pas voir la conseillère, je veux avorter plus vite, je ne veux pas adopter un moyen de contraception, en tout cas pas la pilule ou pas une contraception hormonale, qui disent bah non, moi je ne veux pas un toucher vaginal, voilà, qui contestent le parcours de soins prévu par les médecins. Et dans ce cas-là,
ce que je montre à partir du cas de l'avortement, c'est que les médecins ont un certain nombre d'expédients, de moyens pour faire obéir les femmes. C'est-à-dire pour orienter leur comportement dans l'interaction. C'est ce que j'analyse comme des micro-techniques de pouvoir, qui sont par exemple le fait de faire craindre des conséquences sanitaires de leur comportement. Donc, l'interne en médecine qui reçoit une femme de 20 ans qui fait sa 3e IVG et qui dit qu'elle ne veut pas d'hormones et que donc elle ne veut pas prendre la pilule ou l'implant ou le stérilet. Et la médecin qui lui dit « Bah oui, mais 3 IVG, si vous voulez des enfants plus tard, ça va être compliqué pour vous. » Alors même que la médecin sait que l'avortement, même répété, n'a pas d'effet prouvé sur la fertilité. Les données médicales ne montrent pas d'effet de l'avortement sur la fertilité. Donc c'est un mensonge qui vise à faire craindre les conséquences de son comportement jugé irresponsable. Une autre technique de pouvoir, c'est le fait d'invoquer la loi, de se prévaloir d'une norme qui s'imposerait tout autant à la professionnelle de santé qu'à la femme qui demande l'avortement. Donc de dire je suis désolé, mais c'est la loi, on n'a pas le choix, c'est obligatoire ou c'est le protocole. De nier la marge de manœuvre. C'est extrêmement fréquent et pour vous donner un exemple, dans un des 3 centres où j'ai fait mon enquête, la sage-femme et la gynécologue médicale qui reçoivent les femmes en consultation ont décidé que toutes les femmes qui veulent un avortement doivent d'abord accepter un examen gynécologique complet, avec palpation des seins, toucher vaginal, ce qui n'est absolument pas dans la loi ni dans les recommandations des autorités de santé. Il n'y a pas plus de raison de faire un toucher vaginal à une femme qui demande une IVG que de le faire à quelqu'un qui vient pour un vaccin. Il n'y a pas de lien entre les deux. Mais dans ce centre-là, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, la sage-femme et la gynécologue ont décidé de le faire systématiquement. Donc, y compris pour des femmes qui n'ont pas du tout l'âge réglementaire pour faire un frottis, donc qui ont moins de 25 ans ou qui ont un suivi gynécologique régulier. Et il y a quelques femmes qui disent moi j'aime pas du tout le toucher vaginal, est-ce qu'on peut pas s'en passer? Et la sage-femme et la gynécologue disent ah non, c'est obligatoire, ça fait partie du parcours d'IVG. Une autre technique de pouvoir dans l'interaction, c'est le fait de jouer sur le planning du parcours de soins. Par exemple, dans un des centres où j'ai été, une médecin qui reçoit une femme en consultation pré-IVG et qui, en parlant avec elle, trouve que la femme est indécise, qu'elle est ambivalente, comme les médecins disent, c'est-à-dire qu'elle aurait au fond un désir d'enfant caché, soit qu'elle cache au médecin, soit même qu'elle se cache à elle, et que pour elle, peut-être qu'il faudrait garder la grossesse, en tout cas, il faudrait qu'elle prenne le temps de réfléchir, elle est venue trop vite. Et donc, cette médecin dit à l'infirmière qui est censée recevoir la femme après pour fixer la date de la pratique de l'IVG, la médecin dit à l'infirmière elle est ambivalente, dis-lui qu'on n'a pas de place pour le moment, dis-lui qu'on n'a pas de place avant 2 semaines, il faut qu'elle prenne le temps de réfléchir. Alors même qu'il y a de la place dans les jours qui suivent, mais voilà, elle ment sur le planning, ce qui est complètement invisible pour cette femme. Toutes ces pratiques de pouvoir, en fait, elles fonctionnent parce qu'on a confiance dans la compétence et dans le désintérêt des médecins. On ne s'imagine pas que les médecins peuvent mentir, que leurs pratiques obéissent pas uniquement à notre intérêt en tant que patient et patiente, mais aussi à des représentations politiques, morales, parfois à leur propre intérêt de simplifier leur travail, dans un contexte organisationnel contraint. Voilà, donc c'est ça les 2 principaux résultats, la variation des parcours d'IVG, des modalités de l'avortement, et le rapport de pouvoir qui permet aux médecins de contrôler les modalités des soins, et qui, je l'analyse pas uniquement comme du pouvoir, mais comme de la domination, ce qui est un peu différent en sociologie. Le pouvoir, c'est la capacité à faire, à orienter le comportement. La domination, c'est ce pouvoir, mais intériorisé, naturalisé, légitimé. C'est-à-dire c'est pas vu comme du pouvoir. Quelque part, une question qui se pose quand je vois toutes ces situations, c'est à la fois pourquoi les femmes qui demandent l'avortement l'acceptent, mais aussi pourquoi les médecins l'acceptent et le font. Pourquoi une jeune interne
critique de ces aînés comme ayant des pratiques violentes ou maltraitantes en arrive à reproduire la même chose. Et donc ça pose la question de l'intériorisation d'une position de pouvoir aussi par les médecins. Mais pardon, je parle trop. J'ai matière à rebondir du coup. Justement, je veux revenir sur tout ce que tu viens de dire sur les rapports de pouvoir, la domination, etc. Dans tout ce que tu viens de dire, en fait, tu mets au jour une contradiction vraiment flagrante, c'est-à-dire qu'on a affaire à des professionnels de santé alors qui peuvent être opposés à l'allongement du délai de recours à l'IVG, qui poussent des chansons racistes à l'arrivée de femmes noires ou identifiées comme arabes, qui retardent le moment de l'IVG, tu l'as dit, qui prétextent des obligations légales là où il n'y en a pas, ou au contraire qui en outrepassent d'autres pour aller faire les femmes dans leur sens, c'est-à-dire dans ce qui est plus confortable pour les professionnels et non pas pour les femmes concernées. Et pourtant, tous ces professionnels qu'on décrit ne sont pas anti-IVG. Ils et elles exercent même ce droit, à tel point que tu dis, page 130, les avorteurs militants ne sont donc plus aujourd'hui ceux qui transgressent la loi et les recommandations des autorités de santé. Ce sont ceux qui les appliquent le plus scrupuleusement. Alors, tu l'as peut-être un peu dit, mais est-ce que tu peux peut-être développer les raisons en fait qui poussent ces professionnels à agir comme ça? Oui, alors pourquoi est-ce qu'ils et elles font ça? Pourquoi est-ce qu'ils et elles compliquent dans une grande majorité de cas aujourd'hui l'accès à l'avortement? Comme tu le dis, c'est pas du tout des professionnels anti-IVG, ce qui serait la première chose à laquelle on pense, et ce qui était ce que je vous ai dit, mon idée quand j'ai commencé cette recherche, c'est que j'allais tomber sur des Bertrand de Rochambeau, sur des médecins qui disent qu'ils ne sont pas là pour retirer des vies. En fait, c'est une position qui est très marginale parmi les gynécologues aujourd'hui. Au cours des 50 dernières années, les oppositions médicales à l'avortement, elles se sont complètement recomposées, marginalisées, et la position d'opposition au droit, de principe, elle est mal vue parmi les médecins, elle est stigmatisée. C'est considéré comme une position réac, moralement, politiquement, et en plus c'est considéré que les médecins qui ne veulent pas le faire ne participent pas au travail, et donc sont des mauvais collègues. Donc voilà, c'est plutôt une position marginale d'avoir une opposition de principe. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi des professionnels favorables, et parfois même très favorables au droit à l'avortement, qui en font des dizaines, des centaines, voire des milliers par an, compliquent l'accès. Il y a plusieurs explications à ça. La première, elle est liée à la permanence d'une représentation de l'avortement comme étant un acte grave, traumatique potentiellement, qui doit être accompagné par des professionnels, qui doit être accompagné médicalement, socialement, psychologiquement par des professionnels pour pouvoir être un moment neutre, voire même positif, en fait, pour en faire quelque chose qui permette aux femmes d'avancer et qui ne reste pas comme un traumatisme latent toute leur vie. Cette représentation-là, c'est intéressant parce que, du coup, on la retrouve à la fois chez les professionnels de l'avortement et chez les militants anti-avortement, dont c'est l'argument principal aujourd'hui, qui est que l'avortement, que les principales victimes de l'avortement aujourd'hui, dans le discours anti-choix, c'est pas seulement les fœtus, c'est les femmes elles-mêmes qui souffrent profondément, psychologiquement, de leur avortement. Donc, comment ça se fait qu'on le retrouve aussi bien chez les anti-choix que chez les médecins qui font des avortements? Pour le comprendre, il faut retracer un peu l'évolution de la prise en charge depuis 50 ans. En fait, dans les années 70, ce discours-là, il était progressiste. Il était progressiste parce qu'avant la dépénalisation de l'avortement, présenter les femmes comme des victimes, c'était une manière de ne pas les présenter comme des coupables. C'est-à-dire, c'est pas seulement des inconscientes qui n'ont pas été prudentes et qui avortent, c'est avant tout les premières victimes de la situation. Dans un contexte, en plus, où l'avortement est clandestin, où elles risquent la mort quand c'est fait d'une mauvaise manière, la prison, la stigmatisation de leur entourage, etc., etc. Donc c'est d'abord un discours plutôt des personnes qui sont favorables à la dépénalisation de l'avortement. Une fois que l'avortement est autorisé dans la loi, je vous l'ai dit, la loi Veil
autorise l'avortement sous contrôle médical en donnant aux médecins un mandat de contrôle et de dissuasion des femmes. Pour les professionnels de santé qui travaillent dans les centres d'IVG à l'époque, présenter leur travail comme un travail d'accompagnement, c'est une manière de réinterpréter ce mandat-là d'une manière plus progressiste, plus avantageuse pour les femmes. On n'est pas là pour les contrôler et les dissuader, on est là pour les accompagner et pour les aider. Sauf que, en 50 ans, la loi a complètement changé, elle s'est complètement simplifiée, tout ce dispositif de contrôle s'est effiloché, mais la représentation des professionnels de santé comme ayant avant tout une tâche d'accompagnement des femmes, c'est maintenu. Leur construction identitaire, la construction identitaire de leur travail, comme un travail d'accompagnement, c'est maintenu. Dans les centres d'IVG où j'ai été, moi, ce qu'on me dit, c'est « on n'est pas là pour vider des utérus. On est là pour accompagner des femmes ». C'est une phrase extrêmement fréquente. Finalement, pour ces professionnels de santé, l'interruption de grossesse, c'est un épiphénomène, c'est une partie marginale de leur travail. Leur travail, c'est un travail d'accompagnement de femmes en détresse, psychologique, sanitaire, d'informations autour de la contraception, d'incitation à adopter un rapport réflexif à soi-même en allant voir la conseillère, la psychologue, en parlant de son conjoint, de son rapport à ses parents, à son travail, à sa féminité, voilà, de conseils conjugaux, quitter un conjoint toxique, parfois aussi de repérage de situations de violence, avec, dans certains cas, des effets très positifs, hein, mais en tout cas, l'effet, c'est que ces professionnels maintiennent un cadre dense de prise en charge, alors même que la loi a abandonné ce cadre-là. Et pour ces professionnels de santé, la loi qui a simplifié l'accès à l'avortement est une loi antiféministe, ou en tout cas anti-femme. La simplification des parcours d'avortement, pour la majorité de ces professionnels, est contre l'intérêt des femmes, puisque ça rend compliquer ce travail d'une prise en charge psychologique, médicale, sociale dense. Et donc pour ces professionnels, la bonne chose à faire, la chose favorable aux femmes, c'est de continuer à multiplier le nombre de consultations, à avoir des consultations longues, à faire voir la conseillère, à imposer une semaine de réflexion pour que les femmes réfléchissent, voilà, pour avoir une prise en charge englobante, alors même que la loi aujourd'hui permettrait d'avorter dès que les femmes en font la demande, dès la première consultation. Et ça, c'est extrêmement rare, les centres qui autorisent ça. Donc ça, c'est quand même la principale raison. La deuxième raison, c'est simplement l'inertie des pratiques. C'est-à-dire que la loi a changé, mais les protocoles se maintiennent, les manières de faire se maintiennent, elles ne sont pas questionnées, et depuis 2001, l'entretien est plus obligatoire, mais on a gardé le même protocole, et on le reproduit de médecin à médecin sans le questionner. Et justement, par rapport à la première raison, ces femmes, elles sont prises en charge, mais elles sont prises en charge inégalement selon leur profil social. Est-ce que tu peux peut-être développer ce résultat-là ? Oui. Donc je vous ai dit, ce parcours d'IVG et les modalités concrètes de l'avortement varient selon les médecins et selon leur positionnement politique, etc. Mais varient aussi selon les femmes qui font la demande. C'est-à-dire que selon un certain nombre de critères qui vont... Avant de les détailler, je vous donne un exemple. Dans un centre d'IVG où j'ai été, c'est donc l'infirmière qui est chargée de faire la prise de sang et de fixer la date de l'avortement. J'assiste à son travail et j'assiste à 2 consultations à la suite. La première, c'est celle d'une jeune femme qui a autour de 20 ans, qui est blanche. Et donc l'infirmière lui demande ce qu'elle fait dans la vie et la jeune femme lui dit qu'elle est étudiante infirmière, qu'elle a ses partiels la semaine suivante d'ailleurs. L'infirmière est ravie, lui parle de ses études, voilà, elle est très contente, elle sourit et elle fait la prise de sang. Et alors même que dans ce centre, la règle, c'est qu'il y ait au moins un jour d'écart entre le premier jour de consultation et la réalisation de l'avortement pour que les femmes réfléchissent justement. L'infirmière d'elle-même propose à la jeune fille d'avorter le jour même
en lui disant on va faire les examens sanguins en urgence. Elle appelle le coursier de l'hôpital pour qu'il emmène son bilan sanguin au laboratoire d'analyse, que ça revienne dans la foulée et qu'elle puisse prendre le médicament abortif le jour même. La jeune femme est très contente, elle fait ça et elle s'en va. La femme suivante est un peu plus âgée, elle a autour de 28-30 ans, elle est noire, elle est étrangère, elle est nigériane et elle vient d'un quartier populaire en bordure de la ville où ça a lieu. Et elle dit d'elle-même à l'infirmière, elle lui demande est-ce que c'est possible d'avorter dès aujourd'hui. Elle lui dit qu'elle habite à 1h30 du centre, que c'est compliqué de faire l'aller-retour et qu'elle aimerait avorter le jour même. L'infirmière lui dit non, c'est pas possible, il y a un jour d'attente, on peut pas faire le jour même. La femme insiste en disant qu'elle peut attendre là toute la journée, elle peut attendre dans le centre toute la journée. L'infirmière dit non, faut réserver les bilans en urgence pour des vraies urgences et la femme doit partir. Donc là, la seule différence entre ces deux cas, c'est qu'il y a une des femmes qui attire la sympathie et l'empathie de l'infirmière et l'autre non. Et la seule différence visible que je vois, c'est la couleur de peau, la nationalité, la classe sociale à la limite. Et en fait, cette situation, elle illustre bien ce que j'ai vu, c'est que c'est pas systématique, il n'y a pas une discrimination systématique, mais il y a des femmes qui ont plus de chances d'obtenir des passe-droits, d'avorter plus vite, d'avorter alors qu'elles ont dépassé le délai légal. Et il y a des femmes qui n'ont aucune chance que ça arrive, voire qui peuvent avoir une prise en charge défavorable. J'ai vu plusieurs femmes être refusées alors qu'elles sont dans le délai légal de l'IVG. C'était toujours des femmes de milieux très précaires ou étrangères. Je vous donne encore un exemple. Une femme qui fait sa demande à 12 semaines et 5 jours, donc elle est 11 semaines et 5 jours de grossesse, donc elle est juste avant le délai légal d'IVG. C'était avant la réforme qui a repoussé de 2 semaines. Bon bref, elle est 2 jours avant le délai légal d'IVG. C'est une femme de milieu populaire. L'interne lui demande pourquoi est-ce qu'elle est venue aussi tard, pourquoi est-ce qu'elle a attendu. La femme dit que c'était très compliqué, son conjoint est violent et en plus elle a un enfant handicapé, elle n'arrivait pas à le faire garder avant ça. Et l'interne est très embêté parce qu'on est vendredi midi, que le service ferme le vendredi après-midi. En tout cas, les professionnels ont pris l'habitude de fermer pour anticiper la fermeture du week-end et partir en week-end plus tôt. En fait, il faudrait ou bien qu'elle mobilise le service de gynécologie pour qu'elle soit prise le week-end, ce qui suppose d'appeler le chef de service, de trouver des médecins pour faire l'IVG. C'est tout à fait faisable, hein, je l'ai vu faire, mais voilà, ça demande un peu de motivation pour cette interne, ou d'accepter la demande de cette femme qu'elle vienne faire l'avortement la semaine suivante, et donc en ayant dépassé de quelques jours le délai légal, ce qui se fait aussi pour certaines femmes, mais pas pour elle. L'interne me le dira après coup, elle pense que cette femme lui ment, qu'elle n'a pas un enfant handicapé et qu'elle n'est pas victime de violence et qu'elle a dit ça pour essayer d'attirer sa sympathie, mais qu'au fond c'est une mytho. Et elle dit à cette femme qu'elle a dépassé le délai légal de l'IVG, que ce ne sera pas possible. Elle lui donne le contact d'une asso de prise en charge des femmes victimes de violence et elle lui dit au revoir. Donc voilà, selon un certain nombre de caractéristiques sociales qui s'agglomèrent dans ce qu'en sociologie on appelle la valeur sociale des femmes qui font la demande, elles seront plus ou moins bien reçues selon aussi leur comportement procréatif. C'est-à-dire qu'il y a un peu les bonnes et les mauvaises avortantes. Les bonnes avortantes, c'est celles qui avortent pas trop de fois, 1 fois, 2 à la limite, s'il y a un peu d'écart entre les 2 fois, qui acceptent d'adopter une contraception que les médecins jugent bonne après l'avortement, voire encore mieux, qui avaient une contraception indépendante de leur volonté, par exemple un stérilet ou un implant, et qui sont tombées enceintes malgré leur contraception. Et puis c'est les femmes aussi qui font preuve expriment les bons sentiments, c'est-à-dire pas trop de détresse, parce que trop de détresse, elle risque d'être vue comme étant ambivalente et au fond, il faudrait peut-être mieux qu'elle garde la grossesse, mais pas non plus des femmes qui n'en ont rien à faire et qui n'expriment pas la gravité qui correspond au geste qu'elles demandent. Donc des femmes qui rient en salle d'attente sont mal vues, des femmes qui trouvent ça stylé de voir l'échographie, de voir l'embryon à l'échographie, c'est aussi des choses dont les médecins me parlent comme étant des comportements inappropriés.
Donc ça, voilà, il y a les bonnes avortantes et puis les mauvaises, celles qui avortent trop de fois, qui veulent pas de contraception, etc. Et qui, elles aussi, ont plus de chances d'être moins bien traitées, d'avoir un moins bon accès à l'avortement. Et puis le pire, je le détaille en particulier dans le livre, c'est la situation des femmes racisées, et en particulier des femmes racisées allophones, donc qui sont généralement migrantes, et qui subissent une discrimination à la fois passive et active. La discrimination active, qui relève du racisme, je ne l'ai pas vue dans tous les centres. Je l'ai vue dans 2 des 3 centres où j'ai été, où tu parlais d'interactions racistes. Donc ça peut être des blagues, ça peut être des femmes. Dans un des centres où j'ai été en consultation, les femmes qui ont un patronyme d'origine africaine sont fréquemment accueillies par une chanson qui détournent leur nom à partir de Mélissa Métissa d'Ibiza ou de Salama Ya Salama. Voilà, donc des interactions très racistes, on va dire. Et puis des préjugés autour des comportements des femmes noires ou des femmes arabes qui ont un impact sur les soins. Donc le célèbre syndrome méditerranéen, selon lesquels les femmes issues de pays d'Afrique du Nord exagéreraient leurs symptômes et donc ou simuleraient leurs symptômes, ou l'idée que les femmes noires ont une sexualité plus à risque. Donc par exemple, dans un des centres où j'ai été, les femmes noires, on leur prescrit systématiquement un dépistage d'IST, alors que les femmes blanches, on leur pose des questions sur leur conjugalité et leur sexualité, et on estime, selon leurs réponses, s'il faut ou non leur prescrire un dépistage d'IST. Donc ça, c'est des formes de discrimination active, qui ne sont pas dans tous les centres. Par contre, ce que j'ai vu dans les 3 centres, et qui est le cas dans la majorité des centres d'IVG, c'est une forme de discrimination passive, c'est le refus de recourir à l'interprétariat pour les femmes qui ne parlent pas français. Alors même que dans ces 3 centres, l'hôpital met à disposition des professionnels un service d'interprétariat professionnel téléphonique, mais parce qu'elles n'en ont pas l'habitude ou que ça prend trop de temps, ça prend 5 à 10 minutes pour être mis en contact d'un interprète, elles n'y recourent pas. Et au lieu de ça, elles utilisent des applications de traduction où elles demandent au conjoint de traduire. Ce qui fait qu'elles peuvent communiquer très sommairement, elles n'expliquent pas la contraception, elles posent très peu de questions et souvent elles ne présentent pas les différentes méthodes d'avortement mais le font uniquement sous anesthésie générale. Comme ça, il n'y a pas besoin d'expliquer le déroulement aux femmes qui sont endormies pendant leur avortement. Avec des cas franchement illégaux, hein. Il y a même un cas d'une femme migrante à qui on a posé un implant sous anesthésie locale, générale, sans lui avoir dit qu'on lui posait un implant. Il y a quelques années, je crois que c'est, je ne sais plus dans quel pays, je crois en Roumanie, j'en parle dans le livre, je ne me souviens plus, il y a une femme qui a eu un avortement alors qu'elle était venue pour un suivi de grossesse. C'était voilà, ça a été partagé par pas mal de médias. Parce qu'en fait, il n'y avait jamais un seul mot qui avait été échangé avec cette femme qui venait d'un pays d'Asie. Ça aurait complètement pu arriver dans n'importe lequel des 3 centres d'IVG où j'ai été. Il y a même une médecin qui m'a raconté, quelques mois avant que je fasse mon enquête, qu'elle allait au bloc opératoire pour faire l'avortement. C'était une femme chinoise. Elle mime le fait d'avorter. Et là, la femme dit non. Et en fait, elles ont compris qu'elle était là pour garder la grossesse et non pas pour avorter. Voilà, donc... une différenciation des accès, le droit à l'avortement n'est pas le même pour toutes les femmes et l'importance donnée au consentement n'est pas le même pour toutes les femmes. Il y a des femmes pour qui les médecins estiment que leur consentement est important et d'autres dont la position sociale, les capacités mentales supposées justifient le fait d'outrepasser leur consentement et d'être d'autant plus paternaliste. Et alors, face à ces constats, ça sera peut-être ma dernière question pour vous laisser la parole si vous avez des questions. Face à ces constats, oui, plutôt alarmants et aussi au regard du contexte international avec une remise en question importante des droits sexuels et reproductifs, j'ai une question qui me semblait
importante et qui me tenait à cœur aussi. Tu t'en parles dans l'ouvrage, mais voilà, j'aurais envie que ce soit encore plus développé peut-être ici. Alors, c'est que il y a toujours cette perpétuelle question, mais pourquoi le nombre d'IVG ne diminue pas avec cette perception négative constante qui accompagne généralement cette question-là. Et toi, au contraire, tu proposes, alors dans la lignée d'autres travaux et d'autres autrices aussi, mais en tout cas, tu proposes de plutôt se réjouir du nombre d'IVG. Est-ce que tu peux développer pour quelle raison tu développes cette idée? Le fait qu'il y ait un nombre d'IVG stable au cours du temps, voire légèrement croissant, ça montre que c'est un droit qui est accessible. Le fait que les femmes... Aujourd'hui, les femmes tombent moins souvent enceintes sans le vouloir, mais en cas de grossesse non désirée, avortent plus souvent qu'auparavant. C'est pour ça que la stabilité du nombre d'avortements ne veut pas dire que la contraception échoue, mais que l'avortement devient davantage le principal choix dans des situations de grossesse non désirée. Et en fait, cette situation, elle est la preuve d'une relative déstigmatisation de l'avortement, qui reste encore à faire, mais qui fait que les femmes peuvent davantage concrètement le choisir, ont les moyens de le faire. Donc le fait que les femmes avortent, c'est plutôt une bonne mesure de l'état d'avancement de l'égalité entre les hommes et les femmes et des droits des femmes dans une société. Une société où le nombre d'avortements diminue, ce serait plutôt mauvais signe d'un point de vue politique. Merci beaucoup pour tes réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques? Je peux vous passer le micro si... Super, c'était très intéressant. J'ai acheté le livre, alors je ne l'ai pas lu encore. Mais une question sur l'accès au terrain. Les médecins, le milieu médical est notoirement fermé. Donc, comment vous avez pu faire? Comment vous avez pu assister à autant de choses? Et puis, peut-être la suite, c'est que j'imagine que ce terrain est complètement foutu. Plus personne va vous ouvrir les portes chez les médecins, puisque vous exposez quand même des choses très, très graves. Donc, comment vous vivez cette situation maintenant que le livre est publié? Il ne s'agit plus d'une thèse, mais bien d'un livre qu'on peut acheter et qu'on peut lire. Ça va vous changer aussi le rapport par rapport à ce terrain-là? Est-ce que vous avez eu des retours des médecins qui étaient vraiment choqués, en colère, etc. Voilà, donc un peu derrière l'enquête, quoi. Merci. Sur la négociation du terrain, initialement, c'était assez facile, en fait, parce que y a un peu deux rapports typique à l'avortement des médecins. Il y a des médecins très engagés pour l'avortement qui estiment que leurs pratiques sont irréprochables et qui sont contents de me faire voir leur travail, de montrer à quel point... C'est beaucoup des... j'ai pas détaillé la question de qui sont les médecins qui font l'avortement, mais je la détaille dans le livre. En fait, il y a un peu deux segments professionnels. Il y a des médecins qui ne font que ça, ou en tout cas une partie de leur travail, qui souvent ont un engagement politique là-dedans et qui sont principalement des médecins généralistes et qui sont des héritiers des années 70 où les gynécologues ne voulaient pas du tout le faire et où c'est ces médecins-là qui l'ont fait dans des centres dédiés. Et puis, au cours des 50 dernières années, vu que la pratique de l'avortement s'est relativement banalisée dans la médecine, les gynécologues se sont mis à en faire à la marge du reste de leur activité, c'est-à-dire entre deux suivis de grossesse, une césarienne et un parcours de PMA, quand il n'y a personne d'autre à qui le donner, les gynéco-obstes font les avortements et en font quelques-uns à l'échelle de leur carrière. Donc il y a ces médecins spécialisés qui sont ravis que je vienne pour voir à quel point ils font mieux des avortements que les gynécologues. Et il y a des gynécologues qui en ont marre d'être caricaturés dans les médias comme des anti-avortements et qui sont très contents de me montrer leur travail ou de parler avec moi pour à la fois m'expliquer qu'ils sont favorables au droit à l'avortement, mais quand même me montrer que c'est un travail dégoûtant et que c'est normal qu'ils n'aient pas non plus très envie de le faire. Voilà, le fait que ça soit dégoûtant, c'est socialement situé. Il y a plein de médecins qui ne trouvent pas ça du tout dégoûtant, mais c'est le ressenti principal des gynécologues qui ne se spécialisent pas dans l'avortement, c'est que c'est un travail qu'ils et elles n'aiment pas faire. Donc, a priori, voilà, pas de barrière à ce que je vienne voir le travail.
Sur le déroulement du terrain, quand même, quelque chose à dire, c'est que ça a été très dur pour moi d'assister à ces situations, parfois de violence, parfois d'illégalité, et de ne pas intervenir. J'avais négocié une position, enfin, en tout cas, j'avais adopté une position de neutralité la plus forte possible, où j'intervenais pas pour à la fois ne pas affecter l'objet que j'observais, et aussi par peur de me voir fermer le terrain. Et c'était très difficile d'y aller tous les jours pendant plusieurs mois. Et il y a un moment, par exemple, j'ai craqué, et sur l'un des terrains les plus compliqués, un jour, je me suis enfermé dans les toilettes pour pleurer parce que je supportais pas ce que je voyais, et j'ai décidé de partir du terrain et d'interrompre le terrain parce que j'arrivais plus à faire semblant, en fait. Sur la réception est très ambivalente. Il faut quand même noter, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, que quand même une des idées du livre, c'est que cette capacité des médecins à contrôler les conditions d'accès, ce pouvoir qu'ils ont, ça se fait souvent pour le pire, c'est-à-dire ça complique l'accès, mais aussi parfois pour le meilleur. Il y a aussi des médecins très engagés, qui font très bien leur travail, qui simplifient l'accès au maximum, et c'est quand même quelque chose qui est dans le livre. Les 3 centres où j'ai enquêté sont vraiment très différents. Notamment, il y a un de ces centres militants où l'accès à l'avortement est quand même bien meilleur. J'ai envoyé le premier article que j'ai écrit, un article scientifique avant la publication du bouquin, à l'équipe de ce centre militant, enfin à la chef de service, qui a trouvé l'article très intéressant, qui m'a dit ça gratte un peu, mais c'est quand même intéressant, et qui l'a fait circuler dans son équipe. Et là, j'ai reçu des mails, j'ai reçu un mail de 2 médecins du service qui 3 phrases: on a lu l'article, on ne veut plus que tu utilises nos données dans la suite de ta thèse et dans les articles et publications futures. À ce moment-là, j'ai été invité à communiquer dans le congrès annuel de l'Association nationale des centres d'IVG et de contraception, qui est la principale association professionnelle autour de l'avortement, qui m'ont appelé pour me dire que ma présence créait trop de clivage au sein de l'association, et que j'étais désinvité du congrès. Mais que voilà, je sais, j'ai eu en off que ça a beaucoup été discuté, que du coup ça a été lu par presque toute l'association, que ça a beaucoup opposé entre ceux qui voulaient me faire venir et ceux qui disaient on peut pas dire ça sur les médecins. Donc ça fait beaucoup réagir. Il y a quand même tout un pan de la profession qui est preneur de retours critiques, qui trouve ça désagréable mais intéressant, qui m'invite à présenter mon travail dans des DU de médecine, des colloques de périnatalité, d'éthique médicale. Donc j'ai quand même plusieurs espaces médicaux où je peux présenter mon travail, où je peux en discuter, et où voilà, les médecins sont preneurs d'un regard critique, mais c'est compliqué. J'ai assez peur autour de la réception du livre, notamment parce qu'en sciences sociales, on est aussi exposé à... on n'est pas du tout protégé comme les journalistes dans ce qu'on dit sur nos enquêtés en termes de diffamation, de respect de la vie privée, et même quand c'est complètement anonymisé, on peut quand même avoir des plaintes d'enquêtés. Notamment, j'ai peur parce qu'il y a une situation dont on n'a pas parlé, mais qui est dans ce centre militant, justement, où il y a un des hommes du service. Donc c'est principalement des femmes qui font ce métier, mais parce que la médecine s'est féminisée, et principalement la gynécologie. Et dans ce centre, il y a un homme qui se revendique extrêmement militant, qui est d'extrême gauche, qui est très favorable au droit à l'avortement, qui est même favorable à ce qu'il n'y ait plus de délai légal limite d'accès à l'avortement, qui, de ce point de vue-là, a des pratiques très favorables aux femmes en termes de simplification du parcours. Elles peuvent avorter le jour même. Voilà, il y a beaucoup de choix. Elles ne sont pas du tout jugées par lui. Il essaye de les déculpabiliser. Mais sur le plan du genre, sont beaucoup plus problématiques. Donc c'est un médecin qui essaye d'étendre l'atmosphère en faisant des blagues, y compris des blagues sexualisantes. Une femme d'une vingtaine d'années, il lui demande ce que son conjoint fait dans la vie. Elle dit qu'il est agriculteur. Il dit vous aimez les mecs avec des gros tracteurs. Pour savoir qu'elle était enceinte, elle dit qu'elle a fait un bilan sanguin et une prise de sang et un test urinaire, et il dit la gourmande. C'est un médecin qui, au moment de l'examen gynécologique,
lui dit, alors qu'elle n'a rien dit, que si elle n'aime pas l'aspect de sa vulve, la labioplastie est remboursée par la sécurité sociale. Et il me dira après coup, je lui demande pourquoi il a dit ça après coup, il me dit c'est un enjeu de santé mentale pour qu'elles soient bien dans leur corps, mais il l'avait proposé qu'à cette femme-là, donc il a dû estimer qu'elle n'avait pas une belle vulve et proposer spontanément, enfin lui dire spontanément ça. Bref, je détaille pas tout, mais des pratiques qui reposent sur un rapport de genre qui d'habitude sont relativement neutralisées par le professionnalisme médical, mais parce que ce médecin cherche à détendre l'atmosphère en n'étant pas professionnel, en fait, déborde complètement de ce point de vue-là. Typiquement, ce médecin, il va sans doute très mal prendre le fait que je dise ça et qu'il, lui, estime que c'est des pratiques progressistes et dans l'intérêt des femmes. Donc voilà, je crains la réception du livre par une partie de la profession aussi. Après, il me semble que les médecins ne sont peut-être pas les premiers à se ruer sur les livres de sociologie et que ça se ressent justement aussi dans les pratiques. Il me semble que, aussi que la formation médicale, dans la formation médicale, il y a très peu d'enseignement, on va dire, politisé. C'est un enseignement très technique et ça peut expliquer aussi ce genre de réaction parce que la formation ne fournit pas les outils nécessaires pour mener à bien une relation de soins. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu constates aussi, mais que oui, du fait que les médecins sortent d'une formation très technique, mais qui est finalement dépourvue d'enseignement sur tout ce qui va être non médical, puisque l'interaction, elle n'est pas que médicale. C'est le cas pour la très grande majorité de la profession, mais c'est un peu différent pour les médecins qui se spécialisent dans l'avortement, justement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1975, quand la loi Veil a dépénalisé l'avortement, a dit que ce seraient les médecins qui feraient l'avortement. Les gynécologues ne voulaient pas le faire. C'est ces médecins généralistes militants qui l'ont fait dans des centres spécialisés. Et en fait, pour ces médecins, une manière de distinction professionnelle, en fait, pour ces médecins qui sont des dominés du champ médical, c'est pas des gynécologues qui font de la chirurgie, c'est des généralistes qui ont pas du tout le même statut symbolique. Une manière de promouvoir leur travail, ça a été de développer les connaissances autour de l'avortement, y compris en sciences humaines et sociales. Donc c'est principalement en psychologie, avec une très forte dominance psychanalytique, mais c'est aussi en sociologie. Donc en fait, typiquement, j'ai été invité a priori, à présenter mon travail dans cette association des professionnels de l'avortement. Donc il y a quand même, dans ce pan de médecins qui sont plutôt des médecins militants, plutôt politisés, un certain intérêt pour les sciences sociales et pour la recherche autour de l'avortement. Et donc moi je sais que mon livre va être lu par les membres de cette association et par la plupart de mes enquêtés. Oui, donc une certaine catégorie de médecins. Oui, ouais, c'est très spécifique. Situé, Par contre, oui, non, comme tu dis, c'est tout à fait juste. Le gros de la profession médicale n'a pas ou extrêmement peu de formation en sciences sociales, de formation aussi autour des enjeux de discrimination. Ouais. J'avais deux remarques, deux réflexions. D'abord sur ce que vous venez de dire à la fin. Moi, je trouve ça très dommage que les médecins n'en profitent pas pour se questionner sur leur pratique, quoi. Et bon, mais je crois que c'est un indice quand même de la position médicale, quoi. De pas, voilà. Bon, ça c'était une première remarque. Et la deuxième, j'ai pas lu votre livre, et en vous attendant, je me demandais si vous parleriez de cette représentation de l'avortement comme un traumatisme. Je m'étais dit, tiens, est-ce qu'il parle de ça? Donc j'ai été très contente que vous le disiez. Et je me dis que quand même, c'est pas que les médecins là qui sont responsables de ça, mais qu'il y a eu les médias ont essentiellement transmis les plaintes des femmes qui trouvent ça traumatique, alors que je sais, il y a des tas de femmes qui n'ont pas été traumatisées du tout par leur avortement, pas du tout. Et donc c'est pas seulement des médecins, enfin, c'est vraiment une représentation. Qu'on veut nous faire, enfin que socialement il faudrait croire, quoi, que ah là là c'est horrible, quoi. Alors que non, et que j'étais bien contente que ça soit dans votre livre. Voilà. Oui, je vous remercie pour votre prise de parole. C'est tout à fait juste. Aujourd'hui,
l'idée que l'avortement c'est quelque chose de grave et de traumatisant, c'est l'un des principaux obstacles à l'amélioration du droit à l'avortement, et c'est quelque chose qui est très banal. Notamment, par exemple, en recourant à la citation de Simone Veil l'avortement c'est un drame, c'est toujours un drame, aucune femme ne recourt à l'avortement de gaieté de cœur. En fait, c'était progressiste en 75, ça l'est plus du tout aujourd'hui. Emmanuel Macron s'est opposé à la loi de 2022 qui a allongé le délai légal d'IVG de 2 semaines, et pour justifier sa position, il a cité Simone Veil. En fait, aujourd'hui, citer Simone Veil pour prendre position sur l'avortement, ce serait comme citer Jaurès pour dire il faut une journée de travail de 10 heures, limitée à 10 heures, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est un anachronisme politique. Et sur la question du vécu de l'avortement, il y a plein de manières différentes de vivre l'avortement, qui sont très largement contextuelles, qui dépendent de comment l'avortement est encadré politiquement, est-ce que c'est autorisé ou non, est-ce que c'est bien pris en charge par les médecins, est-ce que c'est plus ou moins stigmatisé selon les pays, selon le milieu social, est-ce que où la femme en est dans son couple, voilà, il y a plein de facteurs qui déterminent le vécu de l'avortement, qui n'est pas du tout forcément vécu comme quelque chose de négatif ou de traumatisant, mais comme un acte procréatif comme un autre. Un tiers des femmes aujourd'hui en France recourent à l'avortement dans leur vie. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est une très grosse étude états-unienne qui a été menée, qui compare le vécu, qui suit des femmes sur plusieurs années en comparant 2 populations, des femmes qui ont pu avorter tout pile au délai légal et des femmes qui ont été refusées juste au-dessus du délai légal. Donc c'est à peu près les mêmes socialement, et qui montrent que les femmes dont la demande d'avortement a été refusée vont beaucoup plus mal sur tous les critères économiques, psychologiques, sanitaires. Elles sont plus souvent en couple avec des conjoints violents, voilà, que les femmes qui ont pu avorter. Oui, finalement, la solution que vous pourriez proposer, c'est une mise à jour de la formation des médecins qui pratiquent les IVG. Ce serait ça la seule solution. Bon, merci. Il y a plusieurs pistes de travail possibles. Il y a un volet formation des médecins, évidemment, mais à mon avis, il ne faut pas attendre que les médecins se forment pour faire changer les choses. On peut déjà informer les femmes qui recourent à l'avortement aussi de leurs droits, des recommandations de bonnes pratiques, pour réduire la symétrie d'information sur laquelle se joue le gros du pouvoir médical. Il y a un combat légal qui peut rester à mener aussi pour continuer d'allonger le délai légal d'IVG, par exemple, qui est relativement contraignant en France. Aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni, les femmes peuvent avorter 2 mois plus tard qu'en France. Donc on pourrait à minima s'aligner sur ces pays-là, voire supprimer le délai légal. En tout cas, il peut y avoir une discussion politique autour de ça. Le délai, aujourd'hui, c'est un choix politique qui relève d'une mise en balance entre l'autonomie des femmes et l'importance qu'on donne à l'intérêt supposé du fœtus. Donc selon cette balance-là, on peut fixer un délai plus ou moins important, voire supprimer le délai légal d'IVG. Et puis, à mon avis, il y a aussi un enjeu à continuer de simplifier l'accès à l'avortement pour les femmes qui le souhaitent, en proposant 2 parcours, un parcours qui donne accès à des psychologues, des assistantes sociales, un cadre médicalisé pour celles qui en ont besoin ou que ça rassure, mais un parcours plus simple en développant la téléconsultation, pourquoi pas en donnant accès aux médicaments abortifs en pharmacie. Aujourd'hui, l'avortement, c'est un acte suffisamment sûr pour qu'il n'ait pas besoin d'être réalisé en contexte médical à partir du moment où il y a des structures médicales qui peuvent prendre en charge les très rares cas de complications. Donc on peut continuer à poursuivre ça. Un autre enjeu aussi, qui est important mais qui n'est pas le premier enjeu, alors que c'est celui auquel on pense peut-être le plus, c'est la question du financement du système de santé. Voilà, il faut qu'il y ait... Le fait qu'il y ait peu de médecins, le fait qu'il y ait une fermeture des maternités qui entraîne une fermeture des centres d'IVG, ça augmente les distances à parcourir, ça augmente les délais, ça rend encore plus difficile d'accéder à l'avortement. Donc une des pistes d'amélioration, elle se fait aussi sur les politiques de santé et sur le financement du service public de santé. Mais ça, c'est pas spécifique à l'avortement, mais c'est plus large pour tout type de soins. En tout cas, il y a plusieurs pistes que je développe dans le livre,
qui sont aussi bien des pistes de résistance individuelle que des pistes d'action collective qui peuvent valoir à la fois pour l'avortement spécifiquement et pour la relation de domination médicale plus largement au-delà de l'avortement. C'est une toute petite question. Vous avez dit que le nombre d'avortements restait stable. Et c'est en valeur absolue ou en pourcentage de la population ? En valeur absolue. Donc il diminue. La population a augmenté en 50 ans. La population a augmenté, mais l'augmentation de la population, en particulier féminine, est liée au vieillissement de la population. Donc en fait, la population des femmes en âge de procréer a augmenté un petit peu, mais moins qu'on pourrait le croire. Donc effectivement, il y a cet effet-là qui joue, mais à la marge. Mais c'est une très bonne remarque. Merci pour votre travail et pour le courage que ça a dû demander, autant pour être témoin de tout ça que continuer le combat. Enfin, le combat, moi je le perçois comme un combat du coup. Enfin, cet engagement que de venir en parler et en tout cas de l'écouter, c'est pas facile. Beaucoup de colère, beaucoup de dégoût. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à Foucault, au biopouvoir, surveiller et punir. Et j'ai quelques questions et j'ai des remarques, mais j'aurais bien voulu vous entendre parler de ça. Enfin, est-ce qu'il y a des craintes aussi face à ce conflit d'intérêts, au final, que j'ai l'impression de percevoir entre, d'un côté, l'État et les médecins qui travaillent pour l'État, qui sont, on va dire, qui représentent l'État, et les personnes qui sont du coup pas écoutées, pas accueillies, pas respectées, la dignité, il y a énormément de choses à dire. Mais voilà, j'aurais bien voulu vous entendre peut-être sur ce concept-là, comment il se retrouve dans ce travail et quelle place il peut prendre, quoi. Merci. Je vous remercie. Bon, je vais essayer d'y répondre en étant le moins technique possible aussi. En étant clair pour les gens qui ne sont pas familiers avec cette discussion-là. Les travaux qui portaient sur l'avortement, la plupart aujourd'hui, jusqu'à ce que je commence cette recherche, adoptaient un cadre foucaldien de biopouvoir, donc réfléchissent à la profession médicale comme un rouage de la politique de l'État de contrôle des corps et de contrôle du corps des femmes en particulier. Ce que je reprends dans mon travail, je montre tout le travail de normalisation des comportements, de différentes normes morales, sanitaires qui sont imposées aux femmes par les professionnels de santé, mais que je nuance et je détaille davantage puisque je considère que les médecins, c'est pas un rouage mécanique de la politique de l'État, mais ils ont une certaine autonomie et ils n'appliquent pas directement la politique de l'État. Justement, aujourd'hui, en fait, ils sont même moins favorables à l'autonomie des femmes dans leur pratique que ne le prévoit la loi. Et par ailleurs, donc, il faut réfléchir aux logiques professionnelles qui fait qu'ils font ce qu'ils font. Et par ailleurs, je ne les considère pas comme un tout homogène, mais comme un ensemble de professionnels avec des positions différentes, des dispositions différentes selon leur formation professionnelle, selon leurs opinions politiques, leurs engagements, leurs expériences personnelles, qui ne font pas les choses de la même manière. Donc j'utilise le concept de Foucault, mais pour ceux et celles que ça intéresse, pour être technique, je le fais discuter avec une approche de Pierre Bourdieu, en fait, de théorie des champs et de réfléchir à comment les individus, selon leur position dans l'espace social, pensent et agissent différemment. Et donc à ne pas considérer la médecine comme un tout trop uniforme et homogène. Voilà, et puisque vous me posez la question de ce cadre conceptuel, il y a aussi une dimension supplémentaire qui me semble intéressante, c'est, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on ne l'a pas développé, c'est de penser la domination plutôt que seulement le pouvoir. C'est-à-dire penser que la médecine, c'est pas seulement apprendre des connaissances techniques, c'est pas juste apprendre à ausculter, à diagnostiquer, à opérer, mais c'est aussi apprendre à occuper une position de domination, c'est-à-dire à contrôler les comportements et à s'y sentir légitime.
Et donc ça passe par aller voir concrètement comment les médecins apprennent leur métier dans les centres d'IVG, puisque c'est ce que j'ai fait moi, et comment ils l'apprennent différemment selon qui ils et elles sont, et le pratiquent différemment. Donc voilà pour ce qui est du cadre conceptuel. Alors peut-être pour terminer, puisqu'on arrive à la fin de cette rencontre, je me rends compte, on ne l'a pas montré. Alors, j'imagine que vous l'avez vu dans la bibliothèque, mais du coup, voilà la couverture du livre. Et peut-être juste pour terminer, une toute dernière question. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait le choix de la couverture, parce qu'elle est, je trouve, assez impactante, extrêmement symbolique. Enfin, il y a 2 symboles voilà, qui sont... entremêlés, un symbole vert voilà, très, très médical, et ce cintre qui est violet et qui veut dire quelque chose aussi. Voilà, si tu peux juste nous parler. Ça va être rapide, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la maison d'édition qui l'a fait. Et que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est le caducée, le symbole médical, et le cintre qui représente le cintre avec lequel pouvaient être faits les avortements clandestins, violet qui est la couleur du mouvement féministe. Voilà. Mais donc j'aime beaucoup cette couverture aussi, mais pour le coup, j'en suis pas du tout responsable. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous pour vos questions. Merci à vous. Il s'agissait de Raphaël Perrin, auteur de l'ouvrage Le choix d'avorter aux éditions Agone, lors d'une rencontre enregistrée jeudi 17 avril 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.